Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir ensemble les Camponotus turkestanus, mais également de comparer celle-ci avec des Camponotus fetchenkoi en deuxième partie de vidéo. Je vous mettrai justement côte à côte des Camponotus fetchenkoi et des Camponotus turkestanus. On verra à l'aide de la macro certains détails tels que la pilosité, parce que c'est essentiellement la pilosité qui fait qu'on l'appelle fetchenkoi ou turkestanus. Vous allez voir que c'est assez moindre, hein, mais nous, d'apparence, on peut les reconnaître. Du moins, il y a quelques petits signes, petites choses qui peuvent nous aider en soi, tels que la grandeur, la coloration des rênes, etc. Même si ce ne sont pas des éléments parfaitement scientifiques, pour nous qui sommes de simples amateurs en général, bah, c'est déjà quelques signes sympas qui nous permettent peut-être de différencier plus facilement. Cette colonie va disparaître de la chaîne prochainement, mais elle se retrouvera sur une chaîne que vous connaissez également, qui est donc Viking Hans, parce que effectivement on a procédé à un échange. Il va donc récupérer ma colonie de Camponotus turkestanus, que j'estime à une population de 400-500 ouvrières en soi. Depuis que je les ai reçues, elles ont fait un bond en avant de 300 ouvrières, un peu plus, peut-être 400. Je pense que j'aurais pu aller plus loin, mais ce qui a fait que ça n'a pas évolué de manière plus explosive en soi, j'ai pas osé chauffer plus. Je l'ai compris plus tard que la chauffe chez elles, il fallait pas hésiter. Il y a eu le pépin également avec l'abreuvoir qu'elles avaient vidé. D'ailleurs, vous allez voir, dans le nid il y a encore de l'humidité, alors que maintenant, elles n'ont jamais reçu d'humidité depuis je ne sais combien de temps. Ça fait vraiment longtemps, mais il y en a encore pour vous dire à quel point ça tient l'humidité, ce type de nid. Et donc tous ces petits éléments font qu'à mon avis il y a eu des petites difficultés au tissage. Bon, maintenant ce n'est plus un souci, vous le voyez, elles font justement ce tissage directement en dessous de cette souche. Donc voilà, il n'y a pas trop de problème, la colonie évolue super bien, il n'y a pas de souci, mais je vous annonce que je me sépare d'elle. Alors, deux raisons au fait que je me sépare d'elle. Bon, c'est d'une colonie que je n'ai pas menée à bien moi-même, donc je l'ai récupérée avec un stade déjà plus avancé. J'aimerais mener par moi-même cette expérience, donc à l'occasion je reprendrai, si j'ai la chance d'en trouver, une reine seule ou une petite fondation, ça c'est une certitude, donc pour vraiment me faire ma propre expérience, hein, j'apprécie, vous le savez. Ensuite, l'offre que Viking m'a fait, je ne peux pas la refuser en soi, très clairement, c'est quelque chose que je trouvais très alléchant. Pourquoi je vais pas vous dire maintenant quelle est cette offre, parce que comme ça me permet de vous garder une petite surprise pour une des prochaines vidéos qui arrivera. Vous allez vite comprendre quand vous découvrirez l'espèce, vous allez vous dire ah ok, maintenant je comprends pourquoi. Dans tous les cas, nous sommes tous les deux contents de cet échange, pour moi c'est l'essentiel. Vous savez, je m'entends extrêmement bien avec Viking, outre le fait vidéo quoi que ce soit, c'est voilà, on s'entend vraiment bien tout court quoi. Et donc voilà, plus tard vous pourrez retrouver en tout cas les Camponotus turkestanus sur sa chaîne, hein, quoi qu'il arrive, on pourra les suivre, rien ne m'empêche d'aller les voir également chez lui, hein, c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement, hein. On se voit régulièrement, je vois d'ailleurs mes colonies, je dis mes colonies, mais non, ce sont bien ses colonies maintenant, c'était à moi dans le temps, hein, bien entendu. Et maintenant, c'est lui qui les fait prospérer et qui s'en occupe bien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, parce que je vois également les castanus, etc. Tout ce que je lui ai légué, franchement, c'est toujours cool. Je peux toujours les voir en soi, vous voyez, c'est pas parti extrêmement loin, donc bon, ça régale. Mis à part ça, Camponotus turkestanus, Camponotus fetchenkoi, ça c'est une vieille histoire. Hein. Ceux qui sont là depuis le début sur la chaîne, vous le savez. Dans les débuts, j'avais amené justement cette inversion de nomenclature, j'étais probablement l'un des premiers à en parler chez les francophones, du moins sur YouTube, hein. Je ne sais pas ce qui se dit dans les discussions privées d'un Discord ou de quoi que ce soit, donc je ne vais pas m'avancer avec une telle prétention, sachant que il y en a qui sont sensibles, hein, ils pourraient être vexés en écoutant ça, donc bon on va s'abstenir. Mais en tout cas sur YouTube, voilà, comme diraient certains, j'ai porté mes couilles et j'ai parlé de ce souci qui m'avait été remonté justement via la boutique Hans HQ, chez qui j'avais commandé justement des Camponotus fetchenkoi qui à ce moment-là étaient censés être des turkestanus. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, les deux étaient inversés et donc je n'avais pas reçu l'espèce que je souhaitais. De là, ils m'ont envoyé justement des articles parlant de ce changement de nomenclature, de la littérature, je pense
d'un auteur russe ou quelque chose du style, qui décrivait vraiment la tête des Fetchenkoi, des Turkestanus, la pilosité, enfin vraiment tous les détails qui permettent vraiment, enfin les clés d'identification en soi, pour les reconnaître parfaitement, etc. Et donc moi j'en avais parlé, mais à ce moment-là je n'avais pas l'assurance que j'ai aujourd'hui, parce que effectivement c'était une chaîne où je commençais, je n'étais pas à mon aise en créant des vidéos, etc. Donc je n'osais pas trop affirmer pour pas prendre justement la foudre. Même si j'ai toujours été sincère avec vous, voilà, j'ai évité le sujet parce que je me dis, bon, voilà, ça va peut-être faire des vagues, et peut-être vu que je suis une petite chaîne et un débutant par la même occasion, on va essayer de me descendre. Ce qui est un peu dommage dans la mentalité des gens, hein, parce que bon, sous prétexte qu'ils ont une petite expérience, ils pensent être parfaits, alors que à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éleveurs qui ont pas mal d'années, qui n'ont toujours pas réussi des espèces, voilà, que d'autres réussissent facilement. Enfin bref, ça c'est un autre débat, vous voyez. Mais je trouve que c'est dommage d'en arriver avec une certaine arrogance parce qu'on a de l'expérience. Enfin bref, vous avez compris l'histoire, on va pas rentrer pendant plus de détails, du coup j'ai juste évité d'en parler en donnant des détails justement. Mais j'avais quand même dit qu'il y avait cette erreur de nomenclature, etc. Ça m'avait valu quelques remarques à l'époque, hein, de gens qui, voilà, avec une intelligence réduite, qui s'étaient permis de faire des remarques là-dessus. Au final, peut-être 2-3 mois plus tard, ça commençait à rentrer partout, tout le monde en parlait, machin, tout le monde était d'accord pour dire qu'effectivement, il y avait une erreur de nomenclature, que on avait bien tous en majorité des Fetchenkoi, que les Turkestanus, comme vous voyez à l'image, c'est au final bien plus rare en élevage, et ça coûtait plus cher également à la vente. Enfin voilà. Au final, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que ça c'est Turkestanus et l'autre c'est Fetchenkoi. Et dans cette vidéo, que je vous ai déjà parlé il y a un moment, hein, je vais vous montrer justement la différence des ouvrières, des majors et des reines. Comme ça vous allez pouvoir voir directement vous-même, on va en parler. Même si je vous avoue que c'est vraiment des détails, hein, qui font la différence, même si la coloration peut être un élément pour nous donner la puce à l'oreille, quoi, mais en sachant que ce n'est pas une garantie absolue. En revenant sur cette colonie, on remarquera que, effectivement, on a encore un excès d'humidité dans ce nid. Elle se porte mieux dans des endroits plutôt secs. Attention, j'entends par là qu'il faut peut-être une petite humidité dans l'air tout de même, ce qui est normal en soi et ce qu'il y a dans quasi tous les pays. Hein. Mais, je vais dire en tout cas de la condensation comme on peut en voir, c'est pas ce qui leur plaît forcément. Certes, elles vivent dedans, ça pose pas de problème, mais je pense qu'elle se porterait mieux dans quelque chose de bien plus sec. Malheureusement, je n'ai pas... j'ai essayé de les déménager, de leur proposer, elles n'ont jamais bougé, donc je me suis dit, bon, au final, elles vont y rester, et ça se passe très bien tout de même. On a quand même de l'évolution, on a un couvain qui est monstrueux, tout est là, il n'y a pas de problème, mais je pense sincèrement que si on n'aurait pas cette humidité dans le nid, on aurait quand même eu un développement bien plus intéressant. On remarquera qu'elles ont creusé elles-mêmes certaines cavités à divers endroits. Bon, personnellement, ça ne pose pas de soucis, hein. C'est du gypse, c'est vrai que c'est très friable, on peut facilement le ronger ou l'attaquer. Mais bon, je me dis, voilà, c'est leur nid maintenant, elles le font à leur image et comme elles le souhaitent. En tout cas, ça partira chez le Viking, et pour tout vous dire, c'est déjà chez le Viking, donc voilà, je suis ravi pour lui. On remarquera, que ça mange de tout, hein, c'est pas difficile, ça adore la protéine comme le sucre, enfin bref, c'est vraiment une espèce classique en soi, juste qu'il faut optimiser, c'est la chaleur quoi, elles en veulent, et il faut surtout des chauds froids. Regardez à l'image dans un instant, ici on a des exemples de reines, on a donc ma Camponotus turkestanus en haut à gauche, et deux Camponotus Fetchenkoi. Et là on peut se dire, la Fetchenkoi en haut à droite, qui disparaît à l'instant, on peut se dire, effectivement, elle était plutôt claire, et ça peut mener justement à des interrogations, et c'est pour ça que la pilosité et toutes les clés d'identification rentrent en jeu. À l'image, vous n'avez que des majors de Turkestanus, et là aussi on a des différences notables, en termes de coloration, qui s'expliquent en soi. En fait, lorsque les majors chez Camponotus turkestanus sont un peu plus jeunes, ils ont une coloration bien plus claire. C'est assez... En fait, c'est général aux fourmis. En général, elles ont, à la naissance, elles ont cette coloration plus claire et puis vont avoir leur vraie couleur quelques semaines après. Ici, chez Turkestanus, la tête et une partie du thorax va continuer de foncer jusqu'à... je ne sais pas jusque quand pour vous dire, mais ça prend vraiment plusieurs mois. C'est-à-dire que lui, par exemple, ce major ici, il fut un temps où il était plus clair. Alors, ce n'est pas général, il y en a certains qui n'auront pas cette couleur, mais moi je remarque que l'évolution se fait vraiment chez elles, que les majors deviennent plus sombres avec le temps. Et ça c'est fascinant. Alors là c'est pareil, hein. Attention, je mets des grands guillemets, ce n'est que mon observation.
Pas la peine de me dire, ben non, en fait, les scientifiques ont prouvé... Non, voilà, je suis pas là-dedans, je m'en bats les couilles. Enfin, je vous le dis clairement, ça peut paraître vulgaire de m'exprimer comme ça, mais c'est parce que, à force, je sature. Il y a des gens qui n'ont aucune source, mais qui viennent affirmer des choses, mais sans jamais vous donner de source, sans jamais vous dire, mais regarde, en fait, c'est expliqué ici. Non, c'est juste quelque chose qu'il a trouvé dans son cerveau, et qui vous pond comme ça. Et c'est vrai que ça agace un peu, c'est pour ça que je me suis exprimé de cette façon, juste pour vous faire comprendre, bah... Vous qui me regardez, je sais que vous n'êtes pas comme ça le 80% du temps, mais de temps en temps, il y a une personne qui arrive qui se dit « Bon, mais moi je suis un génie, je vais lui montrer le contraire », et malheureusement, il n'y a jamais de source, donc c'est assez frustrant. Mais bon, bref, passons, revenons à la vidéo. Ici, vous voyez, ici donc, en dessous, on a donc une ouvrière Turkestanus. Bon, elle est âgée, on voit qu'il manque un bout d'antenne, c'est pas grave, elle s'en sort tout de même, et de l'autre côté, on a des ouvrières Camponotus fetchenkoi. On peut voir que chez Turkestanus, c'est déjà plus grand. Et là aussi, attention, il faut mettre de grands guillemets parce que, ben, forcément, il y a du polymorphisme. Donc, je peux avoir des ouvrières Turkestanus encore plus grandes que ça, et pareil, chez Fetchenkoi, on peut avoir des ouvrières nettement plus grandes. Bon, à savoir que la taille ne détermine pas non plus, je vais dire quelle espèce c'est avec précision, parce que ça ne veut rien dire. Même en termes d'ouvrières, par exemple, ici, vous avez donc une ouvrière Fetchenkoi, quand on les regarde en détail, de manière plus zoomée, etc., on peut pas se dire non plus, bah, ah ok, je reconnais vraiment, ça c'est Turkestanus ou Fetchenkoi. Ben non, même là c'est difficile. Et au final, c'est là qu'interviennent justement les clés d'identification avec de la pilosité, justement des poils précis, plus courts, plus longs, présents sur la tête, le thorax, etc. Et c'est avec ceux-là qu'on peut dire, ok, ça c'est donc une Camponotus Turkestanus, ça c'est donc une Camponotus Fetchenkoi. C'est vraiment des petits détails qui font qu'on peut la nommer correctement, quoi. Tout ça pour dire que la nomenclature c'est hyper important, hein, mais identifier une fourmi c'est vraiment pas chose évidente. Très clairement, il y a des fois où c'est vraiment compliqué. Mais au final, franchement, elles sont... Voilà, pour moi, les deux sont magnifiques, hein, très clairement. Mais c'est vrai que pour avoir les deux, enfin j'ai possédé les deux pour le coup, du coup, vu que Turkestanus est parti en soi, Turkestanus est quand même plus grand. Quoi qu'il arrive, ça c'est plus grand, même les colonies un peu plus âgées, les ouvrières sont plus grandes. La particularité chez Turkestanus d'ailleurs, ce sont que les majors peuvent être sur le temps plus grands que la reine, donc c'est vraiment, ça devient costaud, hein, enfin costaud, c'est pas une grande fourmi non plus, c'est une taille moyenne, mais c'est très appréciable, on va dire, que d'avoir des majors aussi grands que la reine, voire plus grands, ça c'est vraiment quelque chose qui fait kiffer, et bon, ben, notamment quand ils sont vraiment goinfrés de sucre, hein, parce que c'est vrai qu'on peut observer chez Fetchenkoi et Turkestanus que généralement les médias majors sont généralement un peu une sorte de réserve alimentaire, hein, mais bon, est-ce que ça se passe comme ça en nature? Je ne suis pas certain, je ne saurais vous dire, mais en tout cas en élevage, c'est vrai que ils sont souvent gavés, quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, d'ailleurs dites-moi, hein, c'est l'heure, l'occasion, j'ai envie de vous dire, de me dire votre préférence. Hein. Quelle est votre préférence entre Camponotus Turkestanus et Camponotus Fetchenkoi? N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Alors, en termes de reines, personnellement, l'esthétique des deux reines, je suis bien plus fan de la Turkestanus. Je la trouve... Enfin voilà, la coloration me plaît plus en soi. Et les ouvrières, pour moi, ça reste, ça se vaut, quoi. Sincèrement, je les trouve vraiment magnifiques, que ce soit l'une ou l'autre. Mais comme je le dis, hein, Fetchenkoi, pardon, il y a vraiment une grosse variation de la coloration possible. On peut même avoir des Fetchenkoi quasiment toutes noires. Donc voilà, c'est quand même fascinant. Et j'aimerais justement voir un jour des Turkestanus fraîchement essaimés, parce que je vous avoue que j'ai que malheureusement très rarement vu des reines seules, c'est souvent des petites fondations, donc bon, je sais pas vraiment d'où ça vient et comment ça se passe, mais bon. Alors ici, même chose avec les majors, celui du bas c'est donc Fetchenkoi, celui du haut c'est donc Turkestanus, vous avez les gommettes, hein, jaune plus clair, jaune un peu pâle, c'est Fetchenkoi, jaune-orange c'est plus Turkestanus. Ici on verra une petite différence aussi dans la coloration, mais surtout dans la taille, vous allez le remarquer par la suite. Et je le rappelle, c'est vraiment la pilosité qui détermine l'identification des deux. Là on voit hein, quand le major passe à côté, et bon bien entendu le polymorphisme intervient, il y a des majors plus grands, plus petits, etc. chez les deux espèces, donc voilà, je peux pas vous dire ok ça c'est la taille maximale, ou enfin voilà. Moi j'ai pris ce que je trouvais dans l'aire de chasse des deux côtés, et je me suis dit bah c'est déjà pas mal en soi, on pourra voir
en détail. Ici vous le voyez, on voit d'ailleurs la pilosité, hein, sur le thorax notamment, sur le gastre on le voit bien aussi. Et c'est avec ces petits poils qu'on peut déterminer justement qui elle est. Et ça c'est fascinant quoi. Alors je vous avoue que c'est pas mon plaisir particulier l'identification, mais c'est nécessaire. Maintenant je suis loin d'être un pro, hein. Franchement, même sur pas mal d'espèces, de fût qu'en France, généralement, je ne saurais vous dire ce que c'est, notamment à Éthiops, etc. Toutes ces espèces-là, j'ai aucune idée. Hein. Non. En tout cas, dans mes tubes, les Turkestanus étaient nettement plus calmes et moins agités que les Fetchenkoi. Hein. Pourtant, c'était le même, on va dire, le même éclairage, tout était identique. Mais franchement, elles étaient moins paniquées. Bon, voilà, c'est un cas isolé, hein, ça ne veut rien dire. Hein. J'espère en tout cas que ces images de comparaison vous permettront de vous faire un avis. Comme je le dis, malheureusement, il n'y a rien de professionnel là-dedans. Hein, c'est vraiment juste pour vous, voilà, vous donner du contenu qui vous permette, voilà, peut-être les différencier un minimum. Mais sinon, vous le voyez, c'est quand même particulièrement similaire en soi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des inversions de nomenclature, j'imagine, parce que c'est vraiment ressemblant. Et il y a des cas où les rennes sont très très proches, même en termes de coloration. J'ai eu des Fetchenkoi qui n'avaient pas cette bicolorité. Vous savez, des fois, en Fetchenkoi, on se dit, ok, elle est jaune et noire ou ce style. Mais j'ai eu des Fetchenkoi qui étaient quasiment tout orange aussi, avec très peu de noir-brun. C'était limite. Donc, on aurait pu les confondre facilement avec Turkestanus. Et ici, ben voilà, pour finir justement en beauté, je me suis dit le traditionnel colorant alimentaire qui permet justement de voir à travers les gastres des petites colorations simplement. Hein. Donc quand vous en possédez plusieurs, vous pouvez vous amuser à mettre du rouge, du vert, du bleu, peu importe les colorations. Je précise tout de même qu'il faut surveiller ce que vous utilisez. Je ne suis pas sûr que tout fonctionne correctement, que tout soit sans risque. Moi personnellement, j'ai jamais eu de perte, et je touche du bois en disant ça, vis-à-vis du colorant alimentaire, que ce soit 3 jours après, une semaine, 1 mois ou 2 mois, j'ai pas eu de perte liée à ça, donc voilà, ça ne m'effraie plus, du tout même, mais bon, je ne peux pas vous dire que c'est sans risque totalement, je ne connais pas la composition chimique précise, je ne suis même pas conscient de ce qui pourrait leur faire du mal ou nuire, donc voilà, j'ai pas peur de le dire, bon... Par contre, il y a vraiment une brigade anti-noyade chez les Turkestanus, c'est assez impressionnant. En fait, dès que je mets des liquides, qu'importe, hein, même si elles sont 15 en train de manger dedans, il y a forcément 3-4 ouvrières qui vont débarquer, soit avec des poubelles, hein, des restes de blade, de n'importe quoi, soit avec du bois, soit des copeaux, et elles vont directement recouvrir le liquide. C'est pour ça que je l'appelle la brigade anti-noyade, parce que vraiment leur but c'est d'éviter qu'une fourmi se bloque dedans, dans ce liquide, ou se noie directement. Et ça c'est fascinant, mais c'est très ennuyant, parce que du coup, il faut rapidement changer les liquides, avec elles, faut pas laisser traîner, parce que sinon ça peut se mélanger au sable, ça peut être une problématique directement, enfin bref. D'ailleurs, pour la bourse, les 2 bourses, je pense, Entomons et Waterloo, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Ce serait commander des fioles en verre de... je sais pas moi, 2 ml par exemple, ce qui fait à mon avis quelques mélanges déjà de liquide sucré, et vous proposer des 2 ml de différentes couleurs, en fait, parce que je me dis, moi j'ai quand même des flacons assez grands en soi qui vont me... je sais pas moi, ça va tenir, je les utiliserai jamais à fond en fait, pour ce qu'on fait avec, c'est quasi impossible, donc je me suis dit, autant faire partager dans une quantité raisonnable, parce que je pense que 2 ml en vrai... ça sera pas grand chose non plus pour vous, mais au final ça sera bien, parce que l'expérience vous n'allez pas la faire 543 fois, vous voyez l'idée, avec les colorants, donc je pense que je vais vous faire ça, des petits flacons, et ça sera disponible pour pas grand chose quoi. Je sais pas si c'est une bonne idée, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, je me dis que potentiellement ça peut être cool en plus. Pareil, si vous voulez des tubes ou autres sur la bourse Entomons, des tubes en verre ou quoi, dites-le moi au préalable, parce qu'à ce moment-là, moi je commande un carton de 250 ou quelque chose comme ça, et tout ce qui restera, ça sera pour moi, dans tous les cas, j'en utiliserai. Parce que je sais que ça aussi sur les bourses vous me demandez, mais c'est vrai que des fois je pense pas à prendre du petit matériel en soi, parce que voilà, moi je suis pas une boutique ni rien, je suis juste
un passionné comme vous, et du coup, bah, si je dois prendre ces choses-là, il faut que je commande au préalable comme tout le monde, quoi. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut de la quantité, donc peut-être que là, si ça vous intéresse, admettons, je prends la quantité, et ce qui reste, bah, dans tous les cas, c'est pas dramatique, quoi. Enfin voilà, j'attends vos retours en commentaire, vous me dites, hein, dans tous les cas on s'arrange, on voit ce qui se passe. J'ai hâte en tout cas de vous voir en bourse, hein. Franchement on va regarder pour prendre d'autres expositions, on regardera ce qui est disponible. Je vous remercie également pour les commentaires, les likes, le soutien, les membres aussi, hein. Franchement très clairement c'est complètement dingue. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je remercie Viking pour cet échange. Vous allez voir dans une des prochaines vidéos l'opportunité. Franchement, voilà, il est complètement dingue, mais il m'a expliqué ses raisons et je les comprends totalement. Donc voilà, j'accepte son choix et ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt. Quoi qu'il arrive, j'ai pas mal de choses à vous montrer, notamment des colis que je me suis offert. Hein. J'ai acheté des choses, vous allez voir. Enfin bref, ça régale comme d'habitude, vous allez voir. Je pense que ça devrait vous plaire. Sur ce, je ne le dis plus, je vous dis à la prochaine. C'était donc la dernière vidéo sur mes Camponotus sur Castanus. On se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.